Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres en revanche ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces?
ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard. Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité ? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire.
Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km par seconde. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde.
Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commande à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Tu voles dans l'espace, esquivant les étoiles et les trous noirs. Ta vitesse est si grande que tu peux passer d'une galaxie à l'autre en quelques minutes seulement. Cela te semble impossible ? Eh bien, tout cela peut devenir une réalité, car la NASA a déjà testé la technologie qui pourrait nous permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Examinons la flotte spatiale dont nous disposons actuellement. Pour voler dans l'espace, nous utilisons des fusées classiques transportant des tonnes de carburant et d'oxygène. Ces 2 substances sont mélangées et enflammées, et du feu jaillit des fusées. Les gaz d'échappement se déplacent vers le bas et les fusées se déplacent vers le haut, comme si elles s'appuyaient sur eux. C'est ainsi que fonctionne la propulsion par réaction. De cette façon, on peut faire voler une fusée à près de 8 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 8 minutes 30. Mais au vu des distances phénoménales dans l'espace, c'est en fait très lent. Un voyage vers une planète voisine, comme Mars, prend environ 7 mois. Et un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire prendrait environ 35 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la sonde spatiale Voyager, lancée en 1977, pour y arriver. Mais nous souhaitons voyager parmi les étoiles et les galaxies, et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de chez nous.
Il faudrait donc environ 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que la durée de l'existence d'une civilisation humaine intelligente jusqu'à présent. Et si tu voulais traverser toute la galaxie de la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de large, cela te prendrait environ 1,7 trillion d'années. En comparaison, l'univers entier est âgé de seulement 14 milliards d'années. Nous voyageons donc tout simplement trop lentement. Mais même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 4,2 années pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Et il te faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, pourtant voisine de la nôtre. Mais on ne peut pas accélérer ainsi si facilement, car les lois de la physique stipulent qu'un objet doté d'une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Un photon de lumière a un poids infiniment petit, mais si tu veux accélérer ne serait-ce qu'un minuscule grain de sable à cette vitesse, tu auras besoin d'une infinie quantité d'énergie. Peut-être même plus que ce que possède l'univers entier. Toutefois, les scientifiques pourraient avoir trouvé un moyen de contourner les lois de la physique. Pour créer une forte poussée, il faut donc pousser sur quelque chose. Les bateaux ont besoin d'eau, les avions poussent sur l'air, les fusées utilisent le carburant qu'elles brûlent. Mais cette chose, le M-Drive, fonctionne de façon différente. Un puissant magnétron, comme celui de ton micro-ondes, envoie des ondes dans un cône qui agit comme un résonateur. Il fait en sorte que les ondes à l'intérieur rebondissent sur l'une des parois et frappent les autres. Par conséquent, nous avons une force faible à l'extrémité étroite du cône et une force puissante à l'extrémité large. Et si nous analysons cette force puissante, nous verrons qu'elle est dirigée vers l'extrémité large du cône. La poussée sera donc dans la direction opposée. Maintenant, rendons ce modèle beaucoup plus grand et mettons le M-Drive sur un vaisseau spatial. L'extrémité étroite du cône est tournée vers le haut, l'extrémité large est tournée vers le bas. Le magnétron commence à fonctionner, le résonateur crée une poussée et la fusée décolle. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucun gaz nocif. Ce mécanisme peut accélérer la fusée bien plus vite que nous le faisons avec des tonnes de carburant. En théorie, nous pourrions même atteindre la vitesse de la lumière. Ce serait génial, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bien que l'inventeur de cet appareil ait essayé de prouver que le M-Drive fonctionne, aucune expérience indépendante dans le monde n'a montré de résultats positifs. La NASA a parrainé la construction d'une telle machine dans un laboratoire, mais elle n'a pas réussi à créer de poussée pendant les recherches. Une autre option, qui nous permettrait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, est la bulle d'Alcubierre. Un scientifique mexicain a trouvé un moyen d'utiliser la théorie générale de la relativité sans enfreindre les lois de la physique. Imaginons que nous ayons un vaisseau spatial sur une couverture spatio-temporelle et qu'il doive faire un voyage à l'autre extrémité de la couverture. Au lieu de se déplacer simplement d'un point A à un point B situé à des centaines ou des milliers d'années-lumière, le vaisseau commence à tirer la couverture vers lui. Au fur et à mesure que le vaisseau plie cette couverture, le point B se rapproche de lui. Désormais, le vaisseau doit parcourir une distance beaucoup plus courte jusqu'au point B. Il fait un voyage rapide et étend ensuite la couverture spatio-temporelle pour qu'elle redevienne normale. Et voilà. Un tel vaisseau n'a donc pas besoin de moteurs puissants qui brûleront des tonnes de carburant et d'oxygène. Il se déplacerait dans une sorte de bulle. Mais le plus difficile est de créer une telle bulle. Pour y parvenir, nous aurions besoin d'une quantité d'énergie à peu près égale à la masse énergie de tout Jupiter. C'est plus que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et pourtant, les scientifiques prévoient de tester cette technologie sur une petite sonde spatiale de la taille de Voyager. Mais cette expérience pourrait durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, les scientifiques essaient d'atteindre au moins 20% de la vitesse de la lumière à l'aide d'un laser. Et ils prévoient de se rendre vers Proxima Centauri dans environ 30 ans. Cela devrait se passer comme ceci. Un vaisseau mère sera lancé depuis la Terre. Il embarquera des milliers de sondes spatiales de la taille d'un ongle. Après avoir atteint son orbite, le vaisseau mère lancera les sondes dans l'espace. Chaque sonde déploiera ensuite une voile, un morceau de matériau fin et réfléchissant de la taille d'un parking. Ensuite, les scientifiques concentreront un puissant faisceau laser depuis la Terre directement sur les voiles des sondes. Cela leur donnera une accélération 1000 fois plus forte que l'accélération de la chute libre sur Terre. Une par une, les sondes vont être propulsées et se diriger vers leur destination. Nous n'aurons même pas besoin de maintenir ce rayon laser en permanence. Si tu éteins les moteurs d'un navire ordinaire sur l'eau, il commencera à perdre de la vitesse à cause de la friction avec l'eau. Mais l'espace est un vide presque parfait. Il n'y a littéralement rien là-bas, donc aucune friction.
Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'accélérer les sondes jusqu'à la vitesse nécessaire. À 20% de la vitesse de la lumière, ces sondes pourraient atteindre le Soleil en seulement 40 minutes. Mais au lieu de cela, elles vont se diriger vers l'étoile Proxima Centauri. Après environ 30 ans de voyage, 4 autres années s'écouleront avant que nous recevions un signal des sondes. Il y a plusieurs exoplanètes dans ce système stellaire et certains scientifiques espèrent y trouver au moins des traces de vie. Cette technologie de voile peut d'ailleurs être utilisée dans l'espace, même sans un puissant laser. Nous pouvons utiliser le Soleil. Si nous créons une voile de la taille d'un terrain de football et que nous la déployons dans l'espace, elle commencera à capter les rayons du Soleil. Et comme la surface de la voile est réfléchissante, les rayons rebondiront sur la voile. Cela créera une poussée et propulsera le vaisseau spatial. L'un des inconvénients de cette technologie est que nous ne pouvons l'utiliser qu'à l'intérieur du système solaire. Dans l'espace interstellaire froid, la voile ne pourra pas capter les rayons du Soleil ou le vent solaire. Un autre candidat intéressant pour voyager plus vite que la lumière est le propulseur ionique. Comme une fusée classique, un vaisseau spatial équipé de propulseurs ioniques sera projeté par du gaz éjecté vers l'extérieur. Seulement dans ce cas, le gaz serait éjecté non pas par combustion du carburant, mais à l'aide d'un champ magnétique. Il faudrait créer un puissant champ électrique à l'intérieur du moteur. Les particules de gaz passant à travers ce champ électrique seraient accélérées et repoussées vers l'extérieur. Cela créerait une poussée, et même si l'accélération dans un tel moteur serait beaucoup plus faible que dans une fusée classique, le moteur ionique serait capable d'atteindre des vitesses plus élevées. La NASA prévoyait de construire un vaisseau spatial à moteur ionique pour voler vers Jupiter. Les moteurs ioniques consomment beaucoup d'énergie. Le vaisseau devrait donc être équipé d'un réacteur nucléaire et de nombreux panneaux solaires. 8 gros moteurs étaient censés accélérer le vaisseau spatial jusqu'à une vitesse d'environ 90 km par seconde. À cette vitesse, le voyage de New York à Londres prendrait 1 minute. Jusqu'à présent, cette technologie a été activement testée sur différentes sondes spatiales, mais elle n'a pas encore de solution pour savoir comment voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Toutefois, nous pourrons peut-être voyager entre les galaxies avec des fusées conventionnelles, mais il faudra utiliser des sortes de raccourcis appelés trous de verre. Revenons à notre couverture spatio-temporelle. Le point A se trouve à une extrémité et le point B à l'autre. Au lieu de voyager à travers toute la couverture pendant des millions d'années, il suffit de la plier. Le point B sera alors juste au-dessus du point A et l'on pourra s'y rendre rapidement grâce à un court tunnel qui les sépare. De tels tunnels s'appellent des trous de verre. Certains scientifiques pensent que les trous de verre peuvent se trouver à l'intérieur des trous noirs. Mais il y a 2 problèmes ici. Le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière, donc un voyage là-bas prendrait des lustres. Le deuxième problème est la gravité du trou. Les trous noirs ont la plus forte attraction gravitationnelle de tous les objets de l'univers. Leur gravité peut écraser n'importe quel vaisseau spatial. C'est parce que la force gravitationnelle augmente à chaque centimètre que tu te rapproches du centre du trou noir. Et la force qui affecte le nez du vaisseau spatial sera beaucoup plus forte que celle qui affecte la queue. Le vaisseau spatial va s'étirer comme un spaghetti et se déchirer. Mais il existe une théorie affirmant qu'un vaisseau spatial ou même une personne peut survivre à sa chute dans un trou noir. Mais seulement si le trou noir est supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. Mais même s'ils sont plus lourds, ils sont aussi plus grands en taille. Cela signifie que la gravité n'augmente probablement pas aussi vite là-bas. Il se peut que toi ou ton vaisseau spatial ne se transforme pas en spaghetti et que tu puisses même voir ce qu'il y a au cœur du trou noir. On tente ?